Bonjour les amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors aujourd'hui, on va jeter juste un très rapide coup d'œil au tracker, voir seulement où nous en sommes. Et je vais surtout appeler Jean-Luc Vandenet qui a accepté une fois par semaine de nous donner son analyse de ce qui se passe dans la course. Donc je vais l'appeler dans quelques instants pour lui demander ce qu'il en pense, quelles sont les conditions lorsqu'on passe de l'océan Atlantique dans l'océan Indien, des petites choses comme ça. Et puis demain, j'aurai un skipper d'Afrique du Sud qui va nous dire un peu comment cela se passe sur place, parce que les premiers bateaux sont attendus dès demain matin dans l'océan Indien. Vous rendez-vous compte? Vous rendez-vous compte? À peine, même pas 3 semaines après le début de la course, et nous sommes déjà dans l'océan Indien. Je crois que ce Vendée Globe 2024 signe l'avènement des feux, je ne sais pas, mais signe quelque chose de nouveau dans le Vendée Globe et ses vitesses astronomiques. Sébastien Simon, ce matin, il est passé deuxième depuis cette nuit, vous l'avez vu, il a battu son propre record, il a fait 615 000 nautiques, c'est-à-dire plus de 1000 km en 24 heures en bateau dans la descente de l'Atlantique. Il frise là les records de multicoques et des bateaux en équipage. C'est assez impressionnant. On ne peut pas s'empêcher de se dire, mais jusqu'où vont-ils aller? C'est à la fois inquiétant, à la fois allaitant, et nous sommes, vous comme moi, accrochés à notre tracker jour et nuit pour voir ce qui se passe. Le cœur serré qu'il ne leur arrive pas un pépin. Et puis à côté de ça, vous savez l'autre course dans la course. Et ce matin, je vous mets ces images de Tanguy le Turquet qui profite du soleil, de la vie en bateau. Voilà les deux mondes, comme je vous disais hier, qui se côtoient, qui continuent à se côtoyer dans ce Vendée Globe. Et c'est cela qui est tellement beau. C'est d'avoir une course qui est tellement différente. Allez, moins de bazar, moins de bavardage aujourd'hui. On jette juste un coup d'œil au tracker pour voir qui est devant, qui est derrière. Et puis un peu à combien de nœuds ils sont en ce moment. Et ensuite, j'appelle Jean-Luc Vandenet. On y va. Alors, voyons voir où nous en sommes ce matin. On va commencer avec les premiers. C'est toujours Charlie Dalin qui est en tête. Combien de nœuds a-t-il ce matin? Il est à 20 nœuds. Et puis, on va voir ceux qui viennent de derrière, là. Mais vous voyez, Sébastien Simon, il est à 22 nœuds de vitesse. Il pousse vraiment derrière. Et Thomas Rouillant, la même chose. Il est à 23,7 nœuds de vitesse, donc les deux poussent vraiment derrière sur Charlie Dalin. Et puis là, on voit Johan Richomme qui lui est à 23 nœuds et demi, mais il a plus de vent, il a 29, presque 21 nœuds de vent. Vous voyez les 4 premiers qui s'apprêtent à toucher. Regardez donc combien ils sont près du cap de Bonne-Espérance. Vous voyez, si on prend la petite distance. Là, je l'ai fait en direction, enfin, je l'ai fait tout droit, ils vont pas aller tout droit comme ça, mais ils vont essayer de rester le plus proche de cette ligne rouge qui est la ligne du chemin idéal, du chemin le plus court. Vous savez, la zone d'exclusion, elle a été abaissée, donc ils pourraient descendre plus bas, mais est-ce qu'ils ont intérêt? Pas sûr qu'ils aient intérêt du tout d'aller plus bas. Donc, on voit bien ici qu'ils sont quand même tout près du cap de Bonne-Espérance. Mais je vais faire plusieurs vidéos ce week-end parce que j'adore ce cap de Bonne-Espérance, me fait rêver. En plus, je le connais. Donc, j'ai vraiment envie de faire une vidéo, une de plus aujourd'hui. Alors, donc, ensuite, à l'arrière de la photo, on va aller un peu vite. Vous voyez, donc, on a Sam Goodchill qui est en 7e position. Yannick, pas à l'arrière, ça c'est le groupe de devant, Yannick Bestaven. Paul Meillat qui lui est déjà à 15 nœuds, donc on voit qu'il est déjà plus ralenti alors que les autres, Yannick Bestaven est encore à 20 nœuds. On voit déjà que ce front-là de pas de vent vient déjà sur lui, il va sans doute aller plus au sud aussi. Et puis, donc, parce que je vais aller vite, parce que je vais appeler Jean-Luc, on continue avec le groupe des filles, Samantha Davis qui a 16 nœuds, Boris Herman qui a changé de cap parce que tout à l'heure il était dans le pas de vent. Vous voyez, maintenant il retrouve un peu de vent, il est à 14 nœuds. Donc Samantha, on a dit 16. Clarisse, 14. Et Justine, 15. Donc voilà, Justine, je vous le disais hier dans ma vidéo, non seulement elle a ramassé, récupéré sa voile, mais en plus elle arrive à se maintenir dans le groupe. Et puis là, vous voyez, elle essaye d'aller sur cet arrêt très étroite entre les deux fronts de pas de vent. Vous voyez, le bleu, vous savez que c'est pas de vent maintenant sur le tracker. Depuis le temps que je vous l'explique, vous voyez là, vous avez 6 nœuds, 5 nœuds de vent. De ce côté-là, vous avez 3 nœuds. Et là où Justine se trouve, sur cet arrêt au milieu, vous avez 11 nœuds de vent. Donc ils essaient
essayent tous, vous voyez sur la carte, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des cartes, vous voyez, ils essayent tous en fait de venir, et c'est l'avantage d'avoir des cartes météo et de savoir par où aller. Tout le monde essaye, c'est pour cela qu'ils sont dans cette queue en ligne depuis un moment. Ils essayent tous de descendre vers le sud par cette arête de vent. Voilà, allez, on va faire un vite tour très rapide aux bateaux qui suivent. Isabelle Joche, on voit, elle a 14 nœuds maintenant, elle commence à être ralentie, elle commence à être éloignée du groupe de devant qu'elle collait bien avant avec Damien Ségan et Pip Art. Là, elle est un peu plus loin, et puis derrière, on a les bateaux. Hop. On a les bateaux à dérive, déjà, on les voit. Jean Lecam, qui est toujours un peu celui qui est le plus à l'est, il est toujours à l'est, là, vous voyez, il est aujourd'hui 21e position, parce qu'un 20 est passé, je crois, à Arnaud Boissière. Vous voyez, Arnaud, il est en 20e, il est à 16 nœuds, 17 nœuds. Jean Lecam, il est à 18 nœuds. Il est juste derrière Arnaud Boissière, donc derrière un bateau à foil. Et puis après, on a Louis Duc qui a 18 nœuds, lui, 17,9 nœuds, ce qui est quand même pas mal. Rappelez-vous que Louis Duc a un très vieux bateau, un bateau de 2008, qu'il a récupéré au stade d'épave. Et donc, il est en deuxième position après Jean Lecam dans les bateaux à dérive. Et puis derrière, la petite Violette d'Orange, que vous avez vu dans ma vidéo de ce matin, prend le soleil, profite du calme avant les mers du Sud, qui elle est quand même à 18 nœuds. Sacré petit bout de femme. Ensuite, derrière, Éric Bellion, et puis ainsi de suite. Tanguy Turquet, que vous avez vu tout à l'heure, il est à 15 nœuds. Alain Roura, 17 nœuds. Et puis, Giancarlo Lepedote, lui, il est à 8 nœuds, parce qu'il est déjà un peu ralenti. D'ailleurs, je me demande pourquoi il a seulement 8 nœuds. Il faudrait que je regarde tout à l'heure, mais je vais appeler Jean-Luc parce que j'ai un rendez-vous téléphonique avec Jean-Luc Vandened. Je vais regarder tout à l'heure ce qui se passe avec Giancarlo Pedot, pourquoi il est à 8 nœuds. Et puis donc Benjamin Ferret, qui a lui, il est à 16 nœuds maintenant, mais on voit qu'il est à 28e, donc et le néo-zélandais, il faut que je mette une vidéo de lui, Conrad Coleman, il est assez sympa, il fait des vidéos assez sympas. Voilà où ils en sont. Kojiro, il est ici, et puis celui qui ferme, il y a Sébastien Marseille. Là, allez, aujourd'hui on va aller les voir tous, voir quelle vitesse ils ont. Ici vous avez Olivier Hir qui se bagarre, il y a une grosse bagarre ici derrière aussi, avec Fabrice Amadeo, Manu Cousin, le sablé Manu Cousin et Antoine Cornic. Vous voyez ce petit groupe, ils sont en train de se faire leur propre compétition. Il y a un peu de... C'est normal qu'il y ait des compétitions comme ça entre les différents groupes de bateaux là où ils se trouvent. Et puis on a les solitaires, vraiment solitaires à ce moment, Denis van Weinberg, le Belge, qui a 14 nœuds presque. Et puis Jingkun Chu, le concurrent chinois, qui lui aussi profite de belles conditions de descente de l'Atlantique Sud. Il est à 15 nœuds et il a un vent 15 nœuds aussi. Et puis un qui va presque rentrer, il est presque dans l'Atlantique Sud, faites voir où il est. Voilà le concurrent hongrois qui était tout seul dans l'Atlantique Nord, celui qui avait dû réparer. Il continue sa petite route. Là, il a même pas trop... Il a du vent, il a 10 nœuds de vent et il s'apprête dans... Allez, combien de milles il lui reste? Là, ce sont les positions de 11 heures. Dans moins de 100 000, dans 70 000, 70 000, il va passer l'équateur et être lui aussi dans l'Atlantique Sud. On aura donc ainsi toute la flotte du Vendée Globe enfin dans l'Atlantique Sud. Vous rendez-vous compte, lui, il passe l'équateur quasiment en même temps que les premiers bateaux passent le cap de Bonne-Espérance. Quelle course folle! Quelle course folle que nous menons là. Dans 14 heures, allez, on regarde vite fait ce qu'ils font dans 14 heures. Bon, les conditions ne changent pas énormément. Ils ont été un peu ralentis aujourd'hui, ce qui était normal. On reviendra avec d'autres truckers pour voir ce qui se passe plus tard. Attendez, je fais aller juste pour le plaisir. Dans 24 heures, quelle météo ils ont? Dans 24 heures, demain matin, quand ils vont passer le cap pour les premiers bateaux de Bonne-Espérance, nous aurons... là où ils seront, il y aura 17 nœuds de vent, donc il y aura les mêmes conditions, donc ils vont passer tout juste et aller dans l'océan Indien. Mais là, c'est une autre paire de manches. Pour le moment, je me tais, on appelle Jean-Luc pour lui demander ce qu'il pense, lui, de tout ça. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce tracker ce matin avec Sébastien Simon qui est deuxième, qui a fait des pointes à 615 000 nautiques en 24 heures?
Ah oui, ben, c'est incroyable. Si plus de 600 000 en 24 heures, ça fait rêver. J'imagine même pas comment ils font. Dans le premier Vendée Globe, quand on faisait plus de 300 000, ben, on était content. On l'a fait de temps en temps, 300 000, mais on n'a jamais dépassé des 350, 400 000 par jour. Là, leur record, c'est absolument incroyable. Et c'est vraiment, on se demande où sont les limites de ces bateaux. Ça va à la vitesse des multicoques d'il y a quelques années, quoi. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que là, on voit qu'à ce rythme-là, les premiers vont être au Cap de Bonne-Espérance quasiment demain? Ah ben c'est sûr, ils vont être autant la descente de l'Atlantique Nord s'est passée assez lentement avec de la pétole alors qu'ils auraient dû avoir des alizés, ça les a beaucoup ralentis. Autant la descente de l'Atlantique Sud a été absolument incroyable pour les premiers bateaux. Ils ont bénéficié d'une dépression qui allait à la même vitesse qu'eux. Et donc, ils avançaient en même temps qu'eux. Ils avançaient en même temps qu'eux parce qu'ils vont très vite aussi. Et donc, c'est un avantage énorme. Ils ont pu garder le même système météo très longtemps. Et c'est ça qui fait que l'écart se creuse et ne fait que se creuser. Et maintenant, de toute façon, une fois rentré dans l'océan Indien, les conditions vont être moins favorables pour les foils parce que techniquement, au moins, il y a plus de vagues, c'est différent. Oui, systématiquement, ils vont quand même beaucoup plus vite que les autres. Et les premiers bateaux, là, on voit tout le groupe des leaders jusqu'à Samantha Davis, ben, ils vont très très vite, quoi. Hein. Très très vite. Et après, il y a un petit trou justement qui commence avec Samantha Davis, mais s'il n'y a pas de la pétole devant pour les rattraper, je pense que ils ont tous, enfin les 5 premiers, ils ont tous des bateaux qui vont un tout petit peu plus vite que le reste de la flotte, et forcément, ben, ça joue, quoi. Hein. Et alors, les bateaux à dérive, tu en penses quoi? Tu les as regardés un peu? Ben, les bateaux à dérive, c'est d'autres bateaux, hein, ils sont obsolètes. Les vitesses des foilers sont tellement plus grandes quand ils ont des bonnes conditions que c'est impossible pour les bateaux à dérive de les suivre. Donc il y a un trou énorme entre le premier des foilers et le premier des dériveurs. Mais moi, je m'y attendais parce que les dériveurs ont un tout petit avantage, peut-être, et encore, c'est à prouver quand il n'y a pas de vent, mais l'avantage est minime et il est ridicule, alors que l'avantage des foilers, aussitôt qu'ils ont des bonnes conditions, c'est énorme, ils vont 10 nœuds plus vite, quoi. Hein. C'est aussi le truc, les foilers sont arrivés, je crois, dans le Vendée Globe en 2016. On a fait un peu attention, pas trop. En 2020, on savait qu'il tapait beaucoup, donc on voyait un peu les avantages du foiler, mais ça cassait beaucoup le bonhomme, c'était très violent. Maintenant, ils ont cette nouvelle génération de foilers, on sent qu'ils sont arrivés à un stade assez impressionnant, parce que là, quasiment tous les bateaux en tête, ce sont les bateaux construits pour le Vendée Globe 2024. Ah ben, c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours les derniers bateaux construits qui sont les plus rapides. Une seule fois, il y a un bateau qui avait 4 ans qui a gagné, mais la plupart du temps, les derniers sortis ont fait des progrès énormes. Les derniers foils, il y en a d'ailleurs qui ont changé leurs foils pour avoir des foils qui étaient mieux. Et forcément, ben, les foils, ça coûte cher, mais forcément, c'est un avantage considérable. Donc, on ne va pas rentrer dans des débats d'après ces 2020, Vendée Globe 2024. Entre les foils et les bateaux plus anciens, il n'y a pas photo. C'est quasiment 2 courses différentes maintenant. Et on le voit d'ailleurs sur les images qu'on voit les uns et les autres. Tu as à l'avant, tu as les skippers qui ont les casques sur la tête, qui ne bougent pas de leur siège d'astronaute. Et à l'arrière, tu vois Tanguy ce matin en train de danser dans le cockpit avec un temps superbe, un coucher de soleil superbe. T'as l'impression d'être dans 2 mondes différents. Eh ben oui, ce sont 2 mondes différents.
t'as les voiliers dernière génération, et puis tu as les anciens qui vont à la vitesse des anciens. Je vais pas se poser des questions sur l'avenir. Je vais te poser une dernière question sur l'avenir, non pas du Vendée Globe, mais l'avenir proche. Toi, l'avenir proche des bateaux qui rentrent là dans l'océan Indien. Tu as passé le cap de Bonne-Espérance, à ma connaissance, la dernière fois dans la Golden Globe Race, ton dernier tour du monde à ce jour que tu as gagné il y a 6 ans. Quels sont les... Je sais que le cap de Bonne-Espérance, c'est un endroit où il y a quasiment tout le temps beaucoup de vent, c'est assez cahuteux. Moi, je me rappelle avec Marita Barley l'année dernière, il y a beaucoup de vagues. C'est toujours ça, en fait. Ça va être plutôt comme ça pour eux aussi. Alors, c'était très différent parce que il y a dans l'OGR, par exemple, avec Marita Barley, ils avaient une escale au cap de Bonne-Espérance. Et parfois, il y a des gros coups de vent, mais aussi parfois, l'anticyclone passe sous le cap de Bonne-Espérance, et là, il y a de la pétole. Et là, c'est pas ce qu'ils ont, mais parfois, il y a aussi des calmes plats au cap de Bonne-Espérance. Il n'y a pas de règle. L'anticyclone qui se forme à Sainte-Hélène, c'est une espèce de bulle qui est poussée vers l'est, et par moment, cette bulle, elle passe sous le cap, et elle forme 2 bulles, une côté océan Indien, une côté Atlantique. Donc, ça arrive parfois d'avoir des calmes. Et c'est ce que je crains pour les bateaux qui suivent un peu loin, c'est qu'ils aient des calmes à ce moment-là. Et s'ils ont des calmes, l'écart va encore plus se creuser. Oui. Est-ce que... Ah, j'ai perdu ma question. Dernière question. Flûte. Oui, ce que je voulais te dire, tu sais, la ligne des glaces, la ligne d'exclusion, elle a été abaissée de 5000 nautiques. Les premiers bateaux, ils n'ont pas l'air de trop s'en servir. Ils vont passer sur la ligne rouge à peu près à ce niveau-là, tu penses? Ah c'est la limite des glaces. En général, ils gardent une petite marge parce que s'ils dépassent cette ligne, ça coûte très cher. Donc, ils vont rester un tout petit peu au nord de cette ligne rouge, bien sûr. Mais évidemment, la ligne rouge, c'est la ligne la plus courte qu'ils peuvent avoir pour faire ce tour de l'Antarctique. Donc, forcément, ils vont en être très proches. Oui, parce qu'en fait... météorologique, bien sûr. Ce qu'on disait, mais moi, je n'ai pas trop compris. On était en train de dire que le fait que la ligne de glace soit descendue de 5000 nautiques, ça allait avantager certains bateaux par rapport aux autres. Parce qu'en fait, il y a 2 jours, tu sais, la ligne d'exclusion, elle était à 400, grosso modo, 1000 du cap, de la Terre. Et maintenant, elle est rabaissée de 100 000. Et du coup, j'ai vu plusieurs commentaires sur le fait que ça allait avantager, mais j'ai pas compris quel bateau ça avantage, ceux de devant ou ceux de derrière, ou personne. Ça avantage tous les bateaux, parce que maintenant c'est plus libre qu'avant, puisque on peut descendre davantage, et plus on descend, plus on se raccourcit la route. Donc forcément, c'est un avantage, mais c'est pas un avantage pour les uns et un inconvénient pour les autres. C'est un avantage pour tout le monde. Ça libère les concurrents du choix qu'ils peuvent faire de route, et donc ils peuvent se raccourcir la route davantage que ce qui était prévu. Donc pour tout le monde, c'est un avantage. Bon, super. Merci infiniment, Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine. Tu veux bien? Oui, avec plaisir. Jeudi prochain. Super, merci. Voilà, merci infiniment Jean-Luc Vandenette. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve, on va se retrouver forcément ce week-end. Là, avec l'arrivée au Cap de Bonne-Espérance que je connais bien. En plus, j'y étais l'année dernière. Enfin, j'y étais 2 fois, mais l'année dernière, la dernière fois, malheureusement sur terre, non pas en mer. Je vais faire pas mal de vidéos, je crois, ce week-end. En plus, ça m'occupe. Allez, je vous embrasse. À vite. Bye bye.